Bonjour à tout le monde. Je vais un peu ajuster l'appareil. Excusez-moi. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Yarosh Melwad. Peut-être vous avez suivi mes précédentes vidéos. Je vous salue tout le monde. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous sur un thème vraiment essentiel. C'est la fiscalité des revenus salariaux, comme vous l'avez vu dans l'annonce. Encore une fois, je souhaite Ramadan Mubarak à tous les musulmans. Et puis, je félicite encore une fois tous les collègues qui m'ont précédé sur ces vidéos. Maintenant, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essentiellement échanger sur une problématique fiscale qui encadre le monde et qui intéresse tout le monde, en fait, je veux dire, c'est la fiscalité des salaires. En fait, vous savez, la fiscalité des salaires au Sénégal suit un régime particulier qu'on appelle la retenue à la source. Qu'est-ce qu'on appelle retenue à la source? La retenue à la source, je prends l'exemple de M. Khalifa Ababacar Dramé, qui est le responsable directeur logistique de DP World, par exemple. M. Dramé, on peut lui proposer, par exemple, un salaire de X francs. Mais avant que DP World puisse payer à M. Dramé, DP World va procéder à des retenues sur salaire. Ces retenues, nous allons nous intéresser juste aux retenues fiscales. Donc, si M. Dramé, en fait, va payer, avant qu'on lui paye son salaire, le DP World va retenir l'impôt sur le revenu lié et va retenir ce qu'on appelle la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal. Donc ça c'est essentiel, je pense, à comprendre pour la continuité. Donc si on regarde un peu, au Sénégal, la fiscalité des salaires suit un régime particulier qu'on appelle le régime de la retenue à la source. La retenue à la source, c'est un régime où on va prendre sur son salaire en tant que salarié, on va prélever l'impôt sur le revenu, mais on va prélever la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal. Donc, en réalité, l'impôt est coupé à la source. L'impôt est coupé avant même le paiement. C'est ça, ce régime-là, on l'appelle retenue à la source. Mais en réalité, il faut qu'on découpe encore, qu'on parle des revenus visés. D'abord, et le champ d'application. Les revenus visés par la fiscalité des salaires, il faut le savoir, pour être bref sur ce point, ça vise les soldes perçus par les fonctionnaires, c'est-à-dire les agents de l'État. Si vous êtes médecin, par exemple, l'État, avant de te payer, l'État va prélever l'impôt sur le revenu, va prélever la CRIMF. Mais aussi, quand vous êtes un agent du privé, par exemple, vous êtes un salarié du privé, titulaire de contrats de travail qui sont dans le champ d'application du Code du travail, bien sûr, parce que ne sont pas considérés comme des revenus salariaux, ce qu'on appelle les prestations de service. Une prestation de service est un travail ponctuel qu'une personne physique vient réaliser pour vous. Par exemple, je peux être monsieur
ça, je suis par exemple directeur des ressources humaines d'une telle entreprise et le soir, je vais faire cours dans une autre école. Dans cette entreprise, je suis certes salarié, je vais payer l'impôt sur le revenu et la prime, mais dans les écoles où je vais donner des cours, ces écoles-là, je suis que prestataire de service. Là, on va appliquer l'article 200 du Code général des impôts qui parle de la retenue à la source de 5%. Mais en réalité, ce qu'on vise dans la fiscalité des salaires, pour être bref, ce sont les soldes perçus par les fonctionnaires, les traitements de salaire reçus par les agents du privé titulaires de contrats reconnus par le Code du travail. À cela, on peut ajouter aussi les pensions et retraites, mais pour la partie qui excède 1 800 000 annuellement. Par exemple, un retraité, vous le savez mieux que moi, prévoit des pensions. Mais ces pensions sont fiscalisées pour la partie qui dépasse 1 800 000 annuellement. Mais pour la partie inférieure à 1 800 000 annuellement, cette partie-là, elle n'est pas imposable. Maintenant, il y a beaucoup de propositions, des projets de loi qui proposent à défiscaliser les pensions. Ça, il faut le connaître. Mais un peu, pour regarder le débat, on vise ici les soldes perçus par les fonctionnaires, les traitements de salaire perçus par les agents du privé, par exemple, titulaires de contrats de travail reconnus par le Code du travail. Maintenant, il y a les pensions et retraites pour la partie qui excède 1 800 000 annuellement. Aussi, quand est-ce que le salarié sera imposé au Sénégal? C'est important. Je donne un exemple simple pour la délimitation. Prenons le cas de Doudou Wade, qui est un agent de la Sonatel, mais qui a été envoyé en Centrafrique. Donc, Doudou Wade, il est certes salarié de Sonatel Sénégal, mais il exerce son activité professionnelle en Centrafrique. Donc, il est important maintenant de savoir est-ce que Doudou Wade paye ses impôts au Sénégal ou paye ses impôts en Centrafrique. Parce que, dans ce cas, il faut voir, le salarié sera imposé au Sénégal, quel que soit le lieu d'exercice de son activité, à la seule condition que son employeur soit établi au Sénégal. Donc, Doudou Wade, certes, il est agent de la Sonatel, il exerce une activité professionnelle en Afrique centrale, mais son employeur se trouve au Sénégal. Dans ce cas, il sera imposé au Sénégal. Donc, le salarié doit être imposé au Sénégal, quel que soit le lieu d'exercice de son activité. On est bien d'accord. Maintenant, pour les agents de l'État sénégalais, on applique ce même critère. Les agents de l'État sénégalais, quel que soit par ailleurs le lieu d'exercice de leurs activités, ces agents de l'État-là sont imposés au Sénégal. L'ambassadeur du Sénégal en France sera imposé au Sénégal. L'ambassadeur du Sénégal en Chine sera imposé au Sénégal parce qu'on considère que c'est un agent de l'État et le domicile fiscal, c'est le Sénégal dans ce cas. D'accord? Maintenant, pour terminer sur ce point, pour résumer un peu, avant de passer aux différents impôts qui vont constituer la fiscalité des salaires, il faut savoir que encore c'est une fiscalité qui suit un régime particulier qu'on appelle la retenue à la source. La retenue à la source, c'est un régime particulier qui permet, avant de donner le salaire, l'employeur est obligé d'enlever les impôts sur le salaire, en l'occurrence l'impôt sur le revenu et la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal. Maintenant, il y a même quelque chose d'important. Ici, on a dit que c'est l'employeur qui prélève et qui reverse. Donc, il y a un contribuable de droit. Il faut distinguer ici deux notions, la notion de redevable et la notion de contribuable. En tant que salarié, c'est moi qui supporte les impôts. L'employeur a l'obligation de prélever et de reverser à l'État. Maintenant, on va voir entre le salarié et l'employeur qui est le redevable, qui est le contribuable. Le contribuable est la personne qui supporte la charge fiscale de l'opération. C'est la personne qui paye réellement l'impôt. Le redevable est la personne qui a l'obligation d'opérer et de reverser l'impôt à l'État. Donc, ici, c'est le salarié qui supporte la charge fiscale de l'opération. Donc, le salarié, il est
le salarié et le contribuable. Mais le redevable est l'employeur parce que c'est l'employeur qui a l'obligation d'opérer et de reverser les impôts à l'État. Donc, il y a la notion de redevable, mais aussi il y a la notion de contribuable. D'accord? Donc, le contribuable est la personne qui supporte la charge fiscale de l'opération et le redevable est la personne qui a l'obligation d'opérer et de reverser l'impôt à l'État. Donc, en matière de fiscalité des salaires, le contribuable, c'est le salarié et le redevable, c'est l'employeur. Parce que ici, en tant que salarié, mon employeur défalque l'impôt sur le revenu et la prime et par ailleurs, l'employeur va reverser ça à l'État. Donc, c'est un régime qu'on appelle la retenue à la source. Ici, les revenus visés, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les soldes perçus par les fonctionnaires, les traitements de salaire perçus par les agents de l'État, titulaires de contrats de travail prévus par le Code du travail. On est bien d'accord? Troisièmement, il y a les pensions et retraites pour la partie qui excède 1 800 000 annuellement. Maintenant, il faut savoir que la fiscalité des salaires est composée de 3 éléments, 3 impôts ou taxes. Il y a l'impôt sur le revenu et la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal. Ça, c'est supporté par qui? Par le salarié. L'IR et la TRIMF sont supportés par le salarié. L'impôt sur le revenu et la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal pèsent sur le dos du salarié. Mais l'employeur aussi, l'État lui dit, vous avez l'obligation de me reverser un impôt sur le salaire qu'on appelle la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. C'est ce qu'on appelle CFCE. Donc, il y a l'impôt sur le revenu et la prime que le salarié supporte et il y a la CFCE supportée par l'employeur. Donc, sur les trois, les deux sont supportés par le salarié, mais l'employeur est obligé de faire une contribution fiscale sur le salaire qu'on appelle la CFCE. Ça, il faut le savoir. Donc, l'IR, la prime et la CFCE. Maintenant, ici, on va essayer à travers cette rencontre-là d'étaler un peu sur chaque type d'impôt. On va parler d'abord de l'impôt sur le revenu. On va d'abord parler de l'impôt sur le revenu. Pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu sur les salaires, l'impôt sur le revenu sur les salaires l'impôt sur le revenu sur les salaires se calcule à partir d'une notion qu'on appelle rémunération brute. La rémunération brute. En fait, la rémunération brute, c'est l'ensemble des revenus perçus par le salarié ainsi que les avantages en argent et en nature. Ah. Et c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Donc, il y a les avantages en argent et il y a ce qu'on appelle les avantages en nature. Merci. Maintenant, pour les avantages en nature, prenons le cas simple d'un salarié. Le salarié, quand il vient, par exemple, on va lui parler de salaire de base. Le salaire de base, comme on le sait, c'est un salaire minimum fixé par une convention collective en fonction du contenu du poste. Et vous allez dans une convention collective comme la convention collective du commerce. Dans la dite convention, c'est de la première à la 11e catégorie. Donc, chaque catégorie, il y a un salaire de base qui a été déjà fixé. Maintenant, en dehors de ça, il y a un sursalaire, c'est un complément du salaire de base fixé librement par l'employeur et le salarié, on peut dire. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle des primes et indemnités. Mais ce qu'il faut savoir sur les primes et indemnités, c'est important. Donc, il y a le salaire de base, il y a le sursalaire, il y a les primes et indemnités. Maintenant, pour les primes et indemnités, avant de venir sur l'aspect fiscal, ce qu'il faut savoir, une prime ou indemnité est accordée aux salariés pour deux choses, généralement. Soit la prime ou l'indemnité a un caractère motivationnel, ou bien la prime ou l'indemnité a un caractère légal. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on appelle une prime motivationnelle? C'est par exemple l'entreprise a réalisé
un excellent résultat et l'entreprise décide d'octroyer à chaque salarié un impôt sur le résultat. Ça, c'est une prime qui a un caractère purement motivationnel. C'est pour motiver le salarié. Ou bien, c'est un comptable, il travaille dur la fin de l'année pour sortir les états financiers et vous lui donnez une prime de bilan. Ça aussi, c'est une prime qui a un caractère motivationnel. Mais en dehors de ces primes ou indemnités qui ont un caractère motivationnel, il y a des primes et indemnités qui ont un caractère légal, c'est-à-dire obligatoire. Là-bas, on ne laisse pas à l'appréciation de l'employeur. Ça, c'est obligatoire. Par exemple, les indemnités de congé. Les congés, c'est obligatoire. Les congés, c'est obligatoire. Par exemple, il y a des fonctions où la prime de risque est obligatoire. Parce que c'est lié à la fonction. On est bien d'accord. Par exemple, les indemnités de décès, de retraite ou de licenciement, ça sont des indemnités qui sont obligatoires. Donc, les primes ou indemnités sont octroyées aux salariés, soit pour le motiver, soit pour respecter une disposition expresse de la loi. Maintenant, nous, fiscalement, ce n'est pas le caractère de la prime, en fait, réellement qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse plus, c'est que est-ce que la prime ou l'indemnité, on réclame un impôt là-dessus ou pas? On appelle ça prime ou indemnité non imposable. La prime ou l'indemnité peut être imposable dans le sens où on va réclamer des impôts sur ces primes. Non imposable dans le sens où on ne réclame pas d'impôts. Ça ne fera pas partie du calcul des impôts. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, du Code général des impôts nous donne une liste des primes et indemnités exonérées. C'est-à-dire, le salarié perçoit ses primes ou ses indemnités sans payer des impôts là-dessus. Donc, ce n'est pas toutes les primes et indemnités qui sont imposées. Et là, c'est de ce point-là. Il y a des primes où je ne les taxe pas. Par contre, il y a des primes ou indemnités, l'État vous dit je les taxe. Par exemple, pour les primes exonérées, c'est-à-dire des primes où l'État ne réclame pas d'impôt là-dessus, on peut citer les indemnités légales de décès, de retraite ou de licenciement. Les indemnités de décès, on paye à ses ayants droit une indemnité de décès. Quand le salarié part à la retraite, on lui paye une indemnité de retraite. Quand le salarié, on le licencie pour faute non lourde, on lui paye une indemnité de licenciement. Mais ces primes et ces indemnités-là, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu, d'impôt sur le salaire, si vous voulez, globalement. C'est l'article 167 du Code général des impôts qui les prévoit. Mais il y a d'autres primes. Il y a la prime de panier. La prime de panier, c'est lorsque le salarié, dans des conditions prévues par le Code du travail, notamment lorsque le salarié fait plus de 10 heures de travail pendant une journée, et il a droit à une indemnité de panier. C'est exonéré. C'est exonéré. On réclame des impôts là-dessus. On ne réclame pas d'impôts là-dessus, autant pour moi. Il y a ce qu'on appelle la prime de salissure. La prime de salissure, c'est une prime qui est exonérée par une tolérance administrative. C'est une doctrine administrative qui l'exonère. Notamment, vous allez voir dans les usines, généralement, il y a des agents qui ont des tenues de travail. On leur donne une prime de lavage de leur tenue. C'est ce qu'on appelle la prime de salissure. Ça aussi, c'est exonéré. Les primes de pèlerinage dans les lieux saints, aujourd'hui, les primes de pèlerinage dans les lieux saints jusqu'à hauteur des prix fixés par le ministre de tutelle. Notamment, quand vous donnez, par exemple, à un salarié qu'il part à la Mecque ou qu'il part à Rome, ces primes-là sont exonérées, mais jusqu'à hauteur des prix fixés par la Commission nationale. Parce que vous savez que la Mecque ou Rome, il y a une commission chargée en réalité d'organiser le pèlerinage. Ça sont, etc. Ce sont des primes indemnités qui sont exonérées. Par exemple, la prime de médaille. Mais cette prime, elle est exonérée aussi jusqu'à 100 000. Donc, en réalité, il y a des primes ou indemnités où l'État vous dit, je ne réclame pas d'impôt là-dessus. Donc, en calculant les impôts, on ne les intègre pas. Par exemple, la prime de transport, merci Salut, c'est l'exemple même le plus pertinent. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié, je dis bien, lorsqu'un salarié
vous signez un contrat de travail, vous avez d'office droit à une prime de transport. Parce que la logique de la prime de transport, c'est quoi? Comme que le salarié, il est parti, lorsque le salarié, il est parti, par exemple, lorsque le salarié il part au travail, généralement on dit qu'il supporte des frais de transport. À la fin du mois, on lui rembourse. Mais la loi fixe l'exonération jusqu'à 20 800. Ou bien, c'est M. Dramé qui est directeur logistique, comme je dirais, de Bolloré. Il a son propre véhicule. À la place de la prime de transport, on va donner à M. Dramé ce qu'on appelle une indemnité de kilométrique. Et l'indemnité kilométrique, pour les administratifs, c'est 50 000. Mais pour les commerciaux, on peut aller jusqu'à 100 000. Mais il faut justifier que vous effectuez plus de 500 km par semaine. D'accord? Ça aussi, il faut le comprendre. Ça. Mais pour les primes indemnités, ça, il faut le savoir. Donc, M. Dramé même, aujourd'hui, qui a son salaire de base, qui a son sous-salaire, qui a ses primes, avant de faire quoi que ce soit, vous devez voir, M. Dramé, il a une prime de disponibilité. Oui, c'est imposable. Il a une indemnité kilométrique de 50 000, c'est exonéré. Donc, en calculant les impôts, on ne les intègre pas parce que c'est exonéré. On est bien d'accord. Donc, pour les primes indemnités, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des primes indemnités exonérées, il y a des primes indemnités imposables. Et une prime ou indemnité exonérée, en calculant les impôts, on ne les intègre pas. Exonéré signifie que la prime ou l'indemnité, on ne recherche pas d'impôt là-dessus, pour être très simple. D'accord? Donc, pour les primes, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien sélectionner. Donc, si on vous donne le cadre de M. Dramé, il a un salaire de base, il a un sur-salaire, il a un salaire de base, il a un sur-salaire, il a des primes, par exemple, prime de disponibilité, il a par exemple l'indemnité kilométrique, il a une prime de panier, il a des indemnités de congé, il faut voir. Si on regarde bien, le salaire de base sera imposé, le sur-salaire dans ce cas sera imposé, la prime de disponibilité sera intégrée, la prime de transport, l'indemnité kilométrique ne sera pas intégrée, la prime de panier ne sera pas intégrée, mais aussi les indemnités de congé seront intégrées parce que les indemnités de congé, elles sont imposables. Les primes de logement aussi sont imposables. Mais tout à l'heure, je vais faire la différence entre prime de logement et le logement comme avantage en nature. Ça, c'est important. Merci de la question, Khadim. Maintenant, je vais maintenant, merci. Vos deux questions, les deux dernières questions vont me permettre de transiter vers les avantages en nature. Suivez bien les avantages en nature. Pour être simple, un avantage en nature, les avantages en nature sont des commodités qu'on accorde aux salariés mais qui ne sont pas en argent. Je donne le cas. Je prends le cas de M. Aïnine Diop. M. Aïnine est directeur juridique d'une banque. M. Aïnine Diop, la banque, suivez bien, la banque lui donne un véhicule. Vous êtes bien d'accord? La banque aussi donne un logement, pas une indemnité de logement, c'est pas un argent. Là où M. Aïnine Diop habite, c'est la banque qui le paye directement. Attention, on est bien d'accord. M. Aïnine Diop, la banque lui a mis à sa disposition, la banque a mis à sa disposition aussi un gardien. Donc, M. Aïnine bénéficie de trois avantages qui ne sont pas en argent. Le véhicule. M. Aïnine Diop dispose aussi d'un logement. M. Aïnine Diop aussi dispose d'un gardien qui a été mis à sa disposition par la société. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le code général des impôts. Le code général des impôts prévoit quelque chose de simple. Il vous dit, un salarié que l'on donne des avantages qui ne sont pas en argent, on les évalue de manière forfaitaire. C'est-à-dire que M. Aïnine Diop, certes, on lui donne un logement, là où il habite, on lui donne un véhicule, un gardien. Ce n'est pas des rémunérations en argent, mais sur le plan fiscal, on les considère indirectement comme des rémunérations et à taxer. On va dire à M. Aïnine Diop, on t'a donné un véhicule, l'État vous dit que je vais le taxer. On vous a donné un logement,
l'État vous dit que je vais le taxer. L'État vous dit que je vous ai donné un gardien, votre société vous a donné un gardien, on va taxer. Mais l'évaluation maintenant de ces avantages dépend d'un arrêté du ministre chargé des Finances et le dernier arrêté, c'est l'arrêté 029 en juillet 2013 du ministère de l'économie et des finances. Et cet arrêté va vous dire, logement par exemple, si M. Aïli Diop on déjà donné un logement à Dakar, chaque pièce d'habitation, chambre, salon, c'est 33 500 pour une pièce. Si c'est chef-lieu de région autre que Dakar, par exemple Saint-Louis, c'est 20 000, reste au Saint-Louis, Thiès, région de Thiès, etc. Mais le reste du Sénégal, c'est 13 500. Maintenant, donc c'est à travers cet arrêté-là qu'on va évaluer tous les avantages qu'on a donnés à M. Aïli Diop et qui ne sont pas en argent. On va lui donner. Donc, il est l'indemnité de logement ou la prime de logement, l'indemnité de logement et l'avantage en nature logement. L'avantage en nature logement, ce n'est pas de l'argent que le salarié perçoit, mais on met à la disposition d'un salarié là où il habite. Sur le plan fiscal, on dit aux salariés, certes, ce n'est pas de l'argent que tu perçois, mais c'est un avantage que tu as. Et cet avantage-là doit être évalué de manière forfaitaire suivant un barème fixé par le ministre chargé des Finances. Donc, M. Aïli Diop, on devra taxer son logement, on devra taxer le véhicule. Même le véhicule, le barème a fixé un montant. On devra taxer aussi le gardien qui a été mis à disposition. Et le barème a été assez clair. Il nous dit tout élément qui n'est pas prévu par le barème doit être évalué et intégré à sa valeur réelle. Ça, c'est important à savoir. Par exemple, il y a des éléments qui ne sont pas prévus par le barème. Mais si tu donnes aux salariés 100 000 francs, vous dit c'est un avantage, par exemple, comme la nourriture. La nourriture, il n'y a pas de montant fixé par le barème. Pour la nourriture, si vous donnez 50 000, vous taxez 50 000. Le mois suivant, si vous donnez une ration de 200 000, on taxe 200 000. Donc, la taxation varie en fonction des montants. Mais pour les autres éléments fixés par le barème, on suit l'évaluation du ministre chargé des Finances. Donc, la problématique de la taxation des avantages en nature, c'est ça. Un avantage en nature, ce sont des commodités perçues par le salarié, mais qui ne sont pas en argent et qui doivent être évaluées suivant un barème fixé par le ministre chargé des Finances. Ce qu'il faut retenir, tout élément qui n'est pas prévu par le barème doit faire l'objet d'une imposition à sa valeur réelle. C'est important. Je salue tout le monde au passage, M. Dramé, Ousmane Bey, Ousseinou, salut. Je vous salue tous. Laïbamba, tous, je vous salue. Je vais répondre après aux questions. J'en ai retenu quelques-unes. Mais il serait bon aussi parfois de relancer si je n'y réponds pas, s'il vous plaît. Maintenant, si vous avez cette rémunération brute, c'est-à-dire salaire de base, sur salaire, les primes, indemnités imposables et les avantages en nature, il faudra enlever un abattement. Donc, on n'impose pas tout. On impose une partie. Il y a un abattement, par exemple, de 30%, plafonné à 900 000. Donc, c'est la rémunération brute annuelle. On applique 30% et sur ces 30%-là, on les enlève. Et ces 30%, on les enlève pourquoi? Il faut le comprendre. C'est pour prévoir les cotisations relatives à la caisse de retraite. Parce qu'il faut le dire, tout ce que le salarié n'a pas payé, tout le revenu du salarié ne sera pas imposé, il y a une partie qui sera enlevée pour prévoir les cotisations relatives à la caisse de retraite, c'est-à-dire à l'IPRES, ou s'il s'agit du public, il y a ce qu'on appelle le FNL, le Fonds national à la retraite. Maintenant, pour l'IR, vous savez, je ne serai pas là à vous montrer la démarche de calcul parce que c'est plus l'appel. Il y a vraiment dans le site www.gouv.sn, c'est-à-dire impôts-et-domaines.gouv.sn, sur ce site, il y a simulateur d'impôt. Si vous entrez là-bas, on va vous demander le revenu brut mensuel et le nombre de parts. Je vais revenir tout de suite sur le nombre de parts. Maintenant, pour le revenu brut, les gars, j'insiste encore, le revenu brut, pour être simple,
Vous prenez le salaire de base, le sursalaire, les primes et indemnités imposables. Une prime non imposable, il ne faut pas... Parce que vous allez faire payer aux salariés plus d'impôts alors qu'une disposition express de la loi l'enlève. Ça aussi, il faut le comprendre, c'est important. Salaire de base, sursalaire, prime et indemnités imposables. Mensuellement, vous le mettez. Et il y a vous savez, là, l'impôt sur le revenu, le calcul dépend de la situation matrimoniale, il faut le dire. On parle un peu de la situation matrimoniale. Si M. Dramé, il a 1 million, il est marié, moi j'ai 1 million de salaire, je suis célibataire, on paiera des impôts différents. On va le voir. Parce que ici, on vous dit, on va regarder la situation matrimoniale du salarié. Vous êtes marié. Célibataire d'abord. Je commence par les célibataires. Monsieur Diop, Aïdina. Célibataire, une part. Une part. Marié, c'est une part et demie. Célibataire, c'est une part. Marié, c'est une part et demie. Quand vous êtes marié de fils, vous avez une part et demie. Chaque enfant en charge donnera droit à 0,5 part. 0,5 part. Mais l'enfant en charge, la notion d'enfant en charge est définie selon les dispositions des articles 279, 280, 281 et 282 du Code de la famille. On parle d'enfant, la notion d'enfant naturel et la notion d'enfant adoptif. Maintenant, ça c'est un autre domaine. Maintenant, quand vous êtes marié, c'est une part et demie. Chaque enfant en charge, c'est 0,5 part. Mais 0,5 part pour chaque parent. Pour chaque parent. Pour chaque parent, on va y revenir. Maintenant, c'est l'enfant. Normalement, on doit le prendre entre 0 et 18 ans. Mais la loi vous dit, à travers l'article 174 du Code général des impôts, l'enfant, on le prend de 0 à 18 ans. Mais, lorsque l'enfant a plus de 18 ans et qu'il poursuit des études scolaires ou universitaires, il faudra le prendre en charge jusqu'à 25 ans révolus. Vous pouvez le prendre jusqu'à 25 ans. Normalement, on doit s'arrêter à 18 ans. Mais dérogation est faite pour les enfants qui poursuivent des études scolaires et universitaires. Ce qu'il faut comprendre d'office, si le nombre de parts augmente, vous payez moins d'impôts. On dit que vous avez plus de charges de famille. Alors qu'un célibataire comme M. Aïnine Diop, on dit qu'il n'a aucune charge de famille, donc on ne réduit rien du tout. Donc ce qu'il faut comprendre, ça c'est important. Donc un marié paye moins d'impôts qu'un célibataire. C'est important à comprendre. Donc le législateur vous dit, donc chaque enfant en charge c'est 0,5 part. Maintenant, l'enfant en charge c'est 0 jusqu'à 18 ans, dérogation faite pour les enfants qui poursuivent des études scolaires ou universitaires, mais c'est tributaire du fait que l'on doit justifier que l'enfant fait des études universitaires à travers un certificat de scolarité ou bien à travers un certificat d'inscription. Donc, quand vous êtes marié, c'est 1,5 part. Chaque enfant en charge, c'est 0,5 part. Maintenant, je suis marié, ma femme ne travaille pas, là, la loi me dit que j'ai 0,5 part supplémentaire. Mais il faut une attestation de non-imposition. Il faut une attestation de non-imposition. L'attestation de non-imposition, on le donne pour montrer que la femme n'a pas de revenus. Donc, si la femme n'a pas de revenus, dans l'esprit, on dit que la femme qui n'a pas de revenus constitue une charge de famille pour son mari, en ce sens qu'on octroie au mari 0,5 part supplémentaire. Donc, si on prend le cas de M. X, M. X, il est marié, il a 2 femmes qui ne travaillent pas, 2, et il a 3 enfants mineurs. On va calculer ce nombre de parts. Marié, 2 femmes qui ne travaillent pas et 3 enfants mineurs, pour simplifier. Marié, c'est 1,5. Chaque enfant en charge, c'est 0,5. Chaque enfant en charge, c'est 0,5. C'est bon? Marié, c'est 1,5. Chaque enfant en charge, c'est 0,5.
Ça fait, pour les enfants, ça fait aussi 1,5, ça fait 3 parts. Mais il y a 2 femmes qui ne travaillent pas. Là-bas, la loi nous dit, lorsqu'on a 2 femmes qui ne travaillent pas, on ne prend qu'une seule femme. Même si on a 2 femmes qui ne travaillent pas, on prend une seule femme. Au regard de l'IR, le droit fiscal est un droit monogame. C'est un droit monogame. C'est un droit monogame pourquoi? Parce que ici, le législateur, la personne, il a 2 femmes, mais elle a 2 femmes autant pour moi, mais on lui dit qu'on prend en charge qu'une seule femme. C'est bon? Bien ça, c'est 1,5 par marié. Les enfants, chaque enfant 0,5, ça fait 1,5. Et on prend une seule femme. Une seule femme, ça fait 0,5 parts. On a 3,5 parts. Et si on va sur le site de l'impôt, on met le revenu brut imposable mensuel et on met le nombre de parts. Si on clique simulateur, ça va nous donner l'impôt sur le revenu à payer. Mais ce qu'il faut savoir, le nombre de parts permet de savoir le taux de réduction. C'est-à-dire, on réduit combien sur ton impôt. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, le législateur a modifié le système d'imposition des personnes physiques à travers la loi 2008-1 du 6 janvier 2008, c'est-à-dire la fameuse loi sur la parité. Il y a beaucoup même qui ne sont pas au diapason de cette loi, alors que c'est depuis 2008, cette loi-là a 12 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit quoi? On rétablit une équité, on voulait rétablir une équité parfaite entre l'homme et la femme sur le plan fiscal. En quoi faisant? En quoi faisant? On dit, maintenant, chaque enfant qui naît dans le ménage, la femme aura 0,5 parts et l'homme 0,5 parts. C'est ça. Chaque enfant qui naît dans un couple, la femme aura 0,5, le mari 0,5. Avant ça n'existait pas. Parce qu'on se disait que le chef de famille c'était l'homme. Donc l'enfant qui naît dans le couple, les 0,5 parts n'étaient octroyés qu'au mari. Maintenant le législateur dit non. J'ai rétabli une équité parfaite entre l'homme et la femme sur le plan fiscal. Parce que même l'exposé des motifs de la loi, on disait que la femme qui dispose de revenus contribue aux charges de ménage. Et ceci constitue un fait social qu'on ne peut plus occulter. Donc, il va de soi de comprendre aujourd'hui, que le législateur, dans ce cas, voulait rétablir une équité parfaite entre l'homme et la femme. Mieux encore, c'est bizarre, mais c'est ça, c'est la loi. Lorsque moi je suis marié, ma femme travaille, moi je ne travaille pas. Dans ce cas, on dit, c'est bizarre que ce soit-il, l'homme qui ne travaille pas aussi constitue une charge de famille pour sa femme, donc c'est 0,5 parts pour la femme de manière supplémentaire. Donc, ce qu'il faut comprendre. Oui, les heures supplémentaires, c'est intégré dans le revenu imposable, c'est clair, hein? Les heures supplémentaires sont imposables, hein? Les modalités de calcul dépassent des dispositions du Code du travail, c'est ça, hein? C'est imposable. Maintenant, ce qu'il faut comprendre sur l'impôt sur le revenu, c'est qu'il faut avoir le revenu imposable et le nombre de parts. Si vous avez ça mensuellement, vous pouvez le déterminer. C'est assez simple. C'est assez simple. Donc, maintenant, attention aux primes. Parce que pour les primes, il y a des primes et indemnités imposables et il y a des primes non imposables. Maintenant, pour le nombre de parts, il y a un certain nombre de diligences à faire. Ça, il faut le dire. Je ne peux pas venir dire que je suis marié alors que je n'ai pas un certificat de mariage. Je ne peux pas venir dire que j'ai 4 enfants, je ne produis pas les certificats, les bulletins de naissance des enfants. Je ne peux pas dire que ma femme ne travaille pas alors que je ne délivre pas une attestation de chômage ou une attestation de non-imposition. Ça, c'est impossible. En entreprise, en cas de contrôle fiscal, si un document manque, un redressement va tomber. Parce qu'on considère que ce sont des parts octroyées à un salarié de manière arbitraire. Donc, il va de soi de respecter la tenue des dossiers du père personnel. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, aussi, c'est que pour la triomphe, je vais revenir après à la fin sur quelques commentaires. Pour la triomphe, deuxième impôt, parce
un peu. La fiscalité des salaires, il y a 3 éléments. Il y a l'impôt sur le revenu que je viens de terminer et la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal supportée par qui? Par le salarié. Et l'employeur supporte une contribution fiscale sur salaire. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il faut comprendre là-bas, pour la TRIMF est perçue au profit du budget des collectivités locales. Qui cotise? C'est une cotisation, hein, attention. Qui cotise? C'est le mari. Le mari, il cotise pour lui et pour ses femmes qui ne travaillent pas. Le mari cotise pour lui-même et là pour la femme qui ne travaille pas. La femme qui travaille cotisera pour elle-même. Aujourd'hui, si je suis marié, ma femme travaille, je cotise pour moi-même et ma femme cotisera pour elle-même. Je suis marié, ma femme travaille, je ne travaille pas, la femme cotise pour moi et pour elle. Parce que là-bas, encore, on est sur la parité. Ça, il faut le savoir. C'est important. Maintenant, comme que moi, c'est une cotisation, je cotise pour moi et pour mes femmes qui ne travaillent pas, mais pas les enfants. Je cotise pour moi et pour mes femmes qui ne travaillent pas. Pour la femme qui travaille, elle cotisera pour elle-même et au cas échéant, pour son conjoint ne disposant pas de revenus. L'article 275 du Code général des impôts nous a fourni le barème annuel de la TRIMF. C'est un barème, on regarde. Juste, on est dans quel revenu? C'est soit 900 francs par an, soit 4 800 par an, soit 3 600 par an, soit 12 000, soit 18 000, soit 36 000, ça dépend des tranches de revenus. C'est important. D'accord? Donc, la TRIMF, c'est une cotisation. Le mari cotise pour lui-même et pour ses femmes qui ne travaillent pas. Pour la femme qui travaille, elle cotisera pour elle-même et au cas échéant, pour son conjoint ne disposant pas de revenus. C'est important. Troisième impôt. Le troisième impôt qu'on doit payer, c'est la CFCE. Pour la CFCE, c'est une contribution sur salaire versée par qui? Par l'employeur. Et c'est une contribution versée par l'employeur et que payée par toutes les organisations qui disposent en principe de salariés, sauf des entités qui sont exonérées par une disposition expresse de la loi, notamment l'État et les collectivités publiques ou les entreprises qui créent beaucoup plus de 200 emplois permanents en dehors de la zone de Dakar, etc. Et maintenant, il y a les start-up, etc. par la loi des finances de 2019. Cette loi des finances 2019 exonère de CFCE les start-up et les entreprises nouvellement créées, etc. Mais là, le calcul est très facile. C'est le revenu imposable par 3%. Là, c'est assez simple. Donc, pour récapituler, éventuellement revenir, si vous pouvez me relancer les questions, pour récapituler un peu, en fait, ce qu'il faut savoir sur la fiscalité des salaires, c'est composé de 3 éléments, l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, il faut d'abord déterminer le revenu brut ou revenu imposable. Le revenu brut, c'est le salaire de base, plus le sursalaire, plus les indemnités, primes indemnités imposables, plus les heures supplémentaires et plus ce qu'on appelle les avantages en nature. Maintenant, si vous avez ça et que vous avez parallèlement le nombre de parts, et je vous ai dit que le nombre de parts dépend de la situation matrimoniale du salarié, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on est marié et non la situation des conjoints, est-ce que les enfants aussi poursuivre des études scolaires universitaires, c'est beaucoup de diligence à faire. Pour la TRIMF, comme je disais tout à l'heure, c'est une cotisation versée par le salarié qui cotise pour lui-même et pour ses femmes qui ne travaillent pas. Mais pour la femme qui travaille, elle va cotiser pour elle-même. On est bien d'accord. Maintenant, il y a M. Drane, je pense, qui m'avait posé une question à savoir pour la prime de transport. Oui, pour la distance, c'est prévu par un arrêté ministériel, M. Drane. Le montant peut varier en fonction de l'arrêté, mais sur le plan fiscal, on exonère jusqu'à hauteur des prix fixés par la commune, par le ministère des Transports. D'accord? Maintenant, il y a oui, ils sont personnellement imposables. C'est lorsqu'ils exercent une activité professionnelle. Ça, c'est clair, c'est bilan.
C'est bon, une très bonne contribution. Maintenant, pour l'indemnité de retraite, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment on calcule l'indemnité. On prend le salaire moyen des 12 dernières années, hein, salaire moyen des 12 dernières années, et on regarde, hein, il y a un taux de 0 à 5 ans, de 5 à 10 ans, de 10 à 15 ans et à plus de 15 ans. C'est 25%, 30%, 35% et 40%. D'accord? Donc, c'est ça en fait. Hein? C'est ça en fait. Maintenant, ceux qui sont en entreprise ou ceux qui vont embrasser le monde professionnel, ça aussi, ça vous revient. C'est plus de conseils, contributions. Hein? Ce qu'il faut comprendre en matière de contrôle sur les salaires. Quand vous recevez la visite de l'administration fiscale, généralement, l'administration a tendance à contrôler est-ce que les dossiers du personnel sont à jour. M. Dramé dit qu'il est marié. Est-ce qu'il a produit un certificat de mariage? Vous lui avez donné 1,5 pas. Certes, peut-être même vous êtes parti à son mariage en tant que responsable de la paix, mais est-ce que réellement M. Dramé a produit? C'est important. C'est important. Il faut un certain nombre de diligences dans la tenue des dossiers du personnel. Ce qu'il faut comprendre aussi, le salarié aussi, on regarde la situation fiscale la plus favorable durant l'année. Vous prenez M. Dramé, il est célibataire janvier jusqu'au mois de décembre. En fin décembre, il se marie. La loi vous dit, on considère comme M. Dramé était marié depuis le début de l'année. 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 On considère est-ce que M. Dramé il était marié depuis le début de l'année. Donc on doit régulariser tous ces impôts. C'est-à-dire les impôts qu'il a perçus, qu'il a eu à payer autant pour moi, du mois de janvier jusqu'au mois de novembre. On régularise tout. Donc on considère la situation matrimoniale là durant l'année. Considérez l'article 178 du CGI. D'accord? Ça aussi, il faut le savoir. Aussi, il y a des questions. Mohamed Moustapha Baye, je vous salue. Mais Mohamed aussi, Mohamed, ce qu'il faut savoir pour la prime de transport, j'ai répondu. Il y a 20 800 hein, de droits communs, mais cette prime peut varier nécessairement en fait en fonction de la distance, etc. D'accord? En fait, c'est pour la variation, ça ne dépend pas généralement. Pour les cadres, généralement, dans les grandes entreprises, il y a soit on te donne un véhicule, ou bien parfois il y a ce qu'on appelle le car plan. Il y a peut-être des salariés qui ont leur propre véhicule. Là-bas, à la place de la prime de transport, on leur donne l'indemnité kilométrique. Ça aussi, c'est une précision à faire. L'indemnité kilométrique ne se cumule pas avec la prime de transport. L'indemnité kilométrique ne se cumule pas. Soit le salarié il a une prime de transport, soit le salarié il a une indemnité kilométrique. Maintenant, si le salarié il a une prime de transport, on ne lui donne plus l'indemnité kilométrique. L'indemnité kilométrique est octroyée à un salarié qui dispose de son propre véhicule mais qu'il utilise pour les besoins du service. D'accord? Dans ce cas, ce salarié-là, on lui donne une indemnité kilométrique, mais pas une prime de transport. On ne peut pas a priori cumuler dans un même bulletin une prime de transport et une indemnité kilométrique. Et même aussi l'avantage en nature pour le véhicule. Si on donne à un salarié un véhicule de service, un véhicule de fonction, on donne au salarié un véhicule de fonction, le salarié ne doit pas par ailleurs bénéficier ni de l'indemnité kilométrique, ni de la prime de transport. Ça, ce sont des qu'on devra faire. Ça, il faut le savoir. Donc, on ne cumule pas l'indemnité kilométrique avec la prime de transport et l'avantage en nature sur le véhicule. Comme on l'avait dit, il y a dans certains cas, l'entité peut délivrer aux salariés ce qu'on appelle une indemnité kilométrique ou un véhicule de fonction. Indemnité kilométrique dans le cas où c'est le salarié qui dispose de son propre véhicule qu'il utilise pour les besoins du service.
Une prime de un avantage en nature lorsque c'est la société qui a donné aux salariés un véhicule de fonction. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Maintenant, je disais aussi par rapport à tout ça, en matière de contrôle fiscal, il y a une contribution tout à l'heure, il y a la tenue des dossiers du personnel, c'est important. Aussi, j'attire votre attention sur le sort fiscal des primes. Une prime, elle est soit imposable, soit non imposable. Il faut que ça soit clair. Si la prime elle est imposable, vous la mettez. Si la prime elle est non imposable, vous ne mettez pas. On est bien d'accord. Une entreprise aussi peut justifier de l'octroi de la prime de transport dans le cas où c'est le salarié, on lui déplace, etc. Mais généralement, les entreprises ne font même pas ça. Ils font ramassage, mais parallèlement donnent aussi la prime de transport parce que c'est rien du tout. D'accord? Maintenant, dernière chose aussi, j'aimerais qu'on échange. Il y a l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale des éléments de salaire. Ça, c'est important. L'optimisation. Optimiser, c'est quoi? C'est faire payer pour payer moins d'impôts. Ce n'est pas de la fraude fiscale. En tout cas, ce sont des dispositions prévues par la loi. Vous prenez certaines fonctions. J'ai par exemple le DG d'une entreprise, généralement les grandes entreprises. Le DG, il sort dans les représenter la société, inviter des clients, etc. Le DG, au lieu de lui donner certaines primes dans le cadre des primes imposables, certaines primes peuvent être reclassées. Je vous donne un exemple. Si je dois donner au DG une prime par exemple de 200 000, disons une prime de responsabilité de 200 000, je peux optimiser. Au lieu de taxer tous les 200 000, le DG il a droit à une indemnité qu'on appelle indemnité de représentation. Parce que comme il sort représenter la société dans des conférences, dans les réunions, inviter des clients, la loi lui dit que vous avez droit à ce qu'on appelle une indemnité de représentation. Donc au lieu de taxer tous ces 200 000, je peux reclasser, prendre les 200 000, enlever par exemple une partie 33 333 francs pour les entreprises qui font moins de 2 milliards et 66 666 pour les entreprises qui font plus de 2 milliards. Imaginons que c'est une entreprise qui fait plus de 2 milliards. Au lieu de taxer les 200 000, on va prendre 200 000 moins 66 666. On va taxer que 133 000 et les 66 666 vont échapper aux impôts. On est bien d'accord? Ok. Maintenant, pour conclure maintenant, quel est l'impact du Covid-19 sur les salaires? L'administration fiscale vient de sortir une autre note pour appuyer le décret du président de la République pour expliquer. Les entreprises qui font un chiffre d'affaires de moins de 100 millions, je précise, ce sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins de 100 millions. Moins de 100 millions. Et les entreprises dont les secteurs sont impactés. Donc, l'entreprise est de moins de 100 millions ou c'est une entreprise qui fait partie des secteurs impactés. Un secteur impacté, c'est l'hôtellerie, c'est le tourisme, c'est la presse, c'est le transport, c'est la restauration. Voilà les secteurs qui sont ciblés. Pour ces entreprises, maintenant, c'est clair. On vous a dit que maintenant, comme que les entreprises qui font moins de 100 millions et les entreprises impactées par le Covid-19, ces entreprises-là, on leur dit maintenant ne payez plus de VRS, le versement de retenue sur salaire. Le versement de retenue sur salaire. On est bien d'accord, le versement de retenue sur salaire. Ne les versez pas. Donc, on ne verse pas l'impôt sur le revenu, on ne verse pas la prime, on ne verse pas la CFC. D'accord? Donc, c'est tout, c'est pendant jusqu'au 15 juillet. Il faut être précis. Mais est-ce que le fait de ne pas le reverser, c'est un report? Après, vous allez payer. Non, maintenant la note est claire. Les entreprises qui sont impactées et les entreprises qui font un chiffre d'affaires de 5 millions, on vous dit ne payez plus de retenue sur salaire. Et ces retenues, ces impayés-là ne seront considérés comme des subventions directes.
C'est-à-dire, c'est directement octroyé. Donc, c'est plus à reverser. D'accord? Maintenant, le circulaire nous fait des précisions par rapport au décret. Donc, les entreprises impactées, les entreprises qui font moins de 100 millions de chiffre d'affaires ne devront plus payer de retenue sur salaire, IR-PRIM et CFCE jusqu'au 15 juillet. Mais ces montants qui ne sont pas payés ne seront pas reversés dans le futur. C'est considéré comme des subventions octroyées par l'État. On est bien d'accord. Je pense que j'ai répondu aux questions. S'il n'y a pas de questions qui m'échappent, j'ai répondu à ça. Oui, il y a des questions. Oui, je pense. Pour les primes indemnités, je pense que j'ai vraiment étalé sur ça. J'ai vraiment étalé pour vous dire qu'il y a des primes indemnités imposables et il y a des primes indemnités exonérées. Et la plupart des cas, c'est dans les redressements qu'on retrouve. Ce sont des redressements c'est sur les primes, mais aussi c'est sur la tenue des dossiers du personnel. On est bien d'accord. Merci à tout le monde. Merci. Je vous souhaite un excellent. Je remercie tout le monde. Hein. Monsieur Dramé, je ne vais plus vous remercier. Tout le monde sait nos types de relations. Bakege, Moustapha Bayo, etc. Ousseinou, Salou, Ahmed Gueye. Ahmed, oui, je suis d'accord avec toi quand tu dis que l'affaire polygame aussi. Nos législations sont importées, il va même du droit fiscal, du fait du caractère monogame. Mais aussi, moi, en dehors, je me dis qu'une personne aussi qui se permet de prendre 2 femmes aussi, tu as assez de ressources aussi. Est-ce que pour la deuxième femme, nécessairement, on doit octroyer 0,5 parts supplémentaires? C'est un avis, hein, c'est un avis. Malgré que je suis d'accord sur la théorie selon laquelle nos dispositions sont importées. D'accord? Et merci à tout le monde, je vous remercie tous. On se retrouvera dans d'autres vidéos, etc. Merci à tous et bon Nogo.